Bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui, je m'intéresse à des réponses pour contrer la désinformation et vous allez l'entendre, elles sont tout à fait en phase avec ce qui intéresse les jeunes. Bonjour Damien Fleureau. Bonjour Simon. Tu es journaliste depuis une vingtaine d'années. Tu suis les sujets politiques pour les antennes des chaînes de télévision françaises TF1 et LCI, où tu es rédacteur en chef adjoint. Je te reçois pour parler de ton engagement dans Lumière sur Info, Lumière au pluriel. Lumière sur l'Info, c'est une association de journalistes créée justement pour lutter contre la désinformation. Avec toi, nous allons voir comment vous vous y prenez pour aider les jeunes à mieux discerner le vrai du faux en matière d'infos, comment mieux s'outiller pour aiguiser son esprit critique. Tu nous livreras aussi des conseils concrets, je n'en doute pas, mais d'abord on va en savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours. Sais-tu ce qui t'a donné envie d'exercer le métier de journaliste ? C'est une question qui m'est venue assez tardivement, je dirais. C'est pas d'abord le métier de journaliste qui m'a attiré, mais c'est plus le goût pour l'actualité. C'est vrai que depuis très tôt, hein, quand j'étais adolescent, au collège, j'avais une petite radio dans ma chambre et je la branchais assez régulièrement sur une chaîne d'information qui s'appelle France Info, qui existe toujours. Et j'aimais bien en fait être connecté comme ça un petit peu avec le monde en mouvement. C'est vrai que chez moi on écoutait beaucoup la radio, on lisait les journaux aussi, donc j'ai toujours eu ce rapport avec l'actualité et avec ce souci de savoir un peu ce qui se passe au moment que l'on vit, à la fois dans son quartier, dans sa ville, dans son pays et dans le monde. Euh, et puis j'ai finalement fait des études après le bac plutôt de commerce, donc assez éloigné du métier du journalisme. Mais c'est en faisant ces études, donc je me suis dit que vraiment c'était peut-être plutôt vers les métiers de l'information que je souhaitais me tourner. Et donc petit à petit, je me suis quelque part orienté vers ces métiers-là avec la formation que j'ai pu faire au Centre de formation des journalistes, qui est une école reconnue de la profession. Et puis d'ailleurs au départ, j'ai d'abord mêlé un peu ma formation initiale, l'économie, le commerce et la pratique du journalisme, parce que j'ai par exemple fait mon stage de fin d'études au service économie de TF1. Donc voilà, c'était un peu une façon de boucler la boucle. Et puis après, assez vite, je me suis spécialisé sur le sujet politique, parce que ça occupe une grande place dans les médias, la politique. Les Français aiment la politique, ils en parlent beaucoup. Donc dans les journaux d'information, la presse écrite, la radio ou même la télé, on y consacre une large place. Et donc j'ai pu m'épanouir sur ce sujet-là, dans ce secteur, jusqu'à encore aujourd'hui. Notre époque est reine en matière d'information, pour le meilleur et parfois pour le pire. Alors pour bien comprendre la suite de cet épisode, parlons d'abord du problème que Lumière sur l'info a décidé de combattre, à savoir la désinformation. Alors il y a une formule en anglais que l'on entend de plus en plus, c'est celle de fake news. Peux-tu nous dire pourquoi est-il important pour les citoyens de savoir faire le tri entre une information juste et une fausse nouvelle ? En fait, c'est finalement pour quelles raisons c'est pertinent de bien s'informer sur tous les sujets, hein, de l'actualité, sur tous les sujets de son quotidien. C'est pour pas se retrouver dans des situations désagréables où on pense savoir et en fait on ne sait pas. Voilà, bien s'informer, par exemple sur un sujet très pratique, les horaires d'un train. C'est éviter d'arriver trop tard à la gare et de manquer son train, manquer son rendez-vous. Voilà, bien s'informer sur les résultats de son équipe de football que l'on suit, que l'on aime, que l'on supporte, et sur les performances
performance des joueurs, eh bien c'est mieux que d'avoir des informations qui sont erronées, parce qu'en fait on en parle, on vit de façon plus pertinente les choses. Donc en fait c'est important personnellement pour pas être ridicule, pour pas rater de rendez-vous. Et puis après, plus globalement, savoir démêler le vrai du faux, c'est très important en démocratie pour avoir un débat de qualité, pour vivre en société et échanger argument contre argument et se faire son opinion. Donc se mettre d'accord sur des faits, et puis ensuite être capable de débattre de ces faits, avancer son point de vue, mais de façon consolidée, je dirais. C'est ça le plus important, et ce qui fait en fait société, ce qui permet aux démocraties de s'épanouir. Parce que quand on n'a plus cette capacité à démêler le vrai du faux. On reçoit des informations qui peuvent être manipulées, qui peuvent être tronquées, et dans ces cas-là, on vit dans une société qui dérive, qui peut avoir des penchants autoritaires, totalitaires. Et voilà, on le voit dans certains pays aujourd'hui, par exemple dans des dictatures, hein, quand on pousse à l'extrême, la mainmise sur l'information, qui n'est plus une information, mais on parle alors de propagande, en quelque sorte de désinformation, et on voit tous les effets que cela peut avoir, à la fois sur la vie d'un pays, sur les droits humains, ensuite. Partager une même réalité. Alors, je repense à ce que tu disais lorsque tu étais jeune, dans ta chambre à écouter la radio qui te reliait au monde. Le fait d'écouter la radio, et donc produite par des journalistes professionnels, te reliait à la réalité du monde. Et c'est, si je reformule ce que tu nous disais, parce que partager une même réalité, c'est pouvoir faire des choix démocratiques. Alors, on va parler dans un instant des solutions concrètes mises en œuvre par ton association, une association d'éducation aux médias, celle que tu présides. Mais j'aimerais m'attarder aussi un instant sur la différence qu'on peut faire entre une information et une opinion. Comment les distinguer là aussi sur Internet ou dans une émission de débat à la télévision, par exemple? Oui, c'est vrai que c'est une très bonne question, et c'est un sujet qu'on pose systématiquement dans les moments d'échange, de débat, d'ateliers, de conférences que l'on peut faire, quel que soit le public, je dirais, du plus jeune au plus senior de nos auditeurs, de nos des personnes que l'on rencontre au cours de ces séances. Un fait et une opinion, c'est pas la même chose. Il faut d'abord partir du fait pour se faire une opinion. On montre généralement, par exemple, un mur qui est dans un jardin, un mur en pierre qui est fissuré. Et on voit très nettement sur la photo de ce mur, qu'il s'agit d'un mur plutôt ancien, en raison des pierres qui sont posées. On voit la fissure qui est très nette. Ensuite, on va se poser la question. Voilà, quelle matière est fait le mur, que voit-on sur ce mur, cette fissure, l'état du mur. Après, on pourra s'interroger et on sera tous d'accord pour dire que ce mur est fissuré, que ce mur est en pierre, voilà, compte tenu de l'épaisseur du mur, il semble malgré tout assez solide, mais il y a cette fissure. Ce sont des faits. Après, est-ce qu'on va dire que ce mur, on le trouve plutôt joli, plutôt dans vintage? Est-ce que on trouve que ce mur, il fait peur parce qu'il renvoie l'image d'un mur comme un mur d'enceinte de prison, etc. Ça, ce sont des impressions, ce sont des opinions qu'on va avoir, et on n'aura pas forcément la même perception. Voilà, on peut être un amateur de vieilles pierres, aimer les murs en pierre, et souhaiter, par exemple, dans son jardin, faire une clôture avec un joli mur en pierre ancienne. D'autres vont trouver que c'est démodé, que c'est passé, que c'est austère, et vont préférer clôturer un espace, un jardin avec une haie, par exemple, qui amène de la biodiversité, etc., etc.
etc. Donc ce sujet-là, il paraît un peu anodin parce qu'on parle d'un mur, mais malgré tout, quand on pose la question est-ce que vous le trouvez beau ce mur à des collégiens, on va avoir des opinions différentes qui vont s'exprimer. Et là, il y a un débat et on va demander une argumentation. Et ce sujet-là, ensuite, on peut le repositionner sur d'autres thématiques. Par exemple, on va montrer la photo de Marine Le Pen et on va dire, voilà, qu'en pensez-vous? Ah bah monsieur, moi j'aime bien ce qu'elle a dit sur le sujet des retraites. Moi j'aime bien ce qu'elle a dit sur, ou au contraire, moi monsieur, j'aime pas du tout ses opinions. Et donc là, on va voir. Et je vais vous dire, attendez, d'abord, dites-moi qui est cette personne? C'est une ancienne candidate à l'élection présidentielle. Marine Le Pen est aujourd'hui députée de la Nation. Elle est membre du Rassemblement national. Donc ça, ce sont des faits. Ensuite, on peut dire, on est d'accord ou pas d'accord avec ces propositions. On peut dire que Marine Le Pen fait peur, qu'elle est dangereuse pour la démocratie. Ça, c'est une opinion. Euh, Ensuite, si on avance cette opinion dans un débat, on avance des arguments, on l'étaye, on donne des faits, justement. Pourquoi fait-elle peur? Pourquoi est-elle dangereuse pour la démocratie? Parce que ces propositions, par exemple, peuvent être de nature à réduire les droits humains, par exemple. Et donc, on va comme ça amener cette distinction entre les faits et les opinions. Voilà, pour un débat serein, on se met d'accord sur les faits. Ensuite, on débat des opinions. Moi, je suis un partisan du frottement des idées, du débat, quand il est argumenté et étayé par des faits. Et c'est notamment le cas sur le sujet du réchauffement climatique, qui est aussi un sujet qu'on aborde souvent, voilà, lors de ces ateliers ou de ces séances. Les faits d'abord, les opinions, elles peuvent diverger. Les faits, par définition, non. Alors, ils peuvent évoluer selon la connaissance qu'ont les journalistes au moment précis, mais il n'y a pas deux lectures différentes des faits, sauf lorsque cela devient donc une opinion. En matière d'information, là encore, il y a ce qui est écrit, ce qui est dit, ce qui est montré. On parle souvent du pouvoir de l'image dans la diffusion de fausses informations. Alors, tu travailles en télévision et tu es donc dans cette association en contact de nombreux jeunes. Que dis-tu aux jeunes pour les aider à développer un regard critique sur des photos et des vidéos qu'ils croisent en ligne? Une information, un message, je dirais, un message à caractère informatique, il se diffuse beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, s'il est accompagné d'une image, et d'une image animée, par ailleurs. C'est ça qu'on voit se développer et qu'on a vu se développer récemment, les fameux gifs, les emojis, voilà, parce qu'en fait, on transfère beaucoup plus facilement une photo qu'un message texte. C'est comme ça. Et on ne s'en est pas rendu compte avec l'arrivée des réseaux sociaux. Hein. L'utilisation de la photographie dans la presse écrite montre bien que voilà, très tôt, le secteur de l'information a compris hein, le fameux poids des mots, le choc des photos pour interpeller sur certains sujets. Donc voilà, l'éducation à l'image, c'est important parce que, en effet, l'œil, et c'est normal, est attiré d'abord et avant tout par une image, qu'elle soit figée ou animée. Et donc, dans les ateliers d'éducation aux médias qu'on fait, on montre par exemple un post publié sur le réseau social X, ex-Twitter, où on voit Kylian Mbappé tenir un maillot du Real de Madrid. Et donc, on va laisser un petit peu la conversation se faire autour de cette photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, monsieur, c'est vrai, il joue au Real de Madrid, tout ça. Et je dis, cette photo, c'est un fake. Ah bah non, monsieur, il est au Real de Madrid. Et oui, mais en fait, regardez attentivement cette image, de quand elle date, qui l'a postée. Et donc là, l'œil rentre, je dirais, dans l'image et va chercher des détails et ne s'arrête pas au premier plan, mais va chercher le second plan, voilà le détail qui va en fait amener énormément d'informations et remettre en question la première impression que l'on a eue. Oui, en fait, il s'agit d'un fake parce que cette image a été publiée et on voit la date de la publication
en 2022 parce que cette image, à l'époque, elle a été publiée non pas parce que Kylian Mbappé avait signé au Real de Madrid, mais parce qu'un supporter du Real de Madrid souhaitait que le joueur parisien rejoigne le club espagnol. Mhm. C'était complètement une autre histoire. Et, euh, et donc, il faut faire cette éducation à l'image, aux images. Il faut vivre avec son temps. Donc, les images, c'est un fait. On ne peut plus s'en passer. Aujourd'hui, il se passe quoi que ce soit dans la rue, un accident, tout le monde va sortir un smartphone, faire des photos et des vidéos, les poster sur ses réseaux. On va dans un concert avec son chanteur préféré, on sort son téléphone portable pour filmer la scène, capturer ces instants. Et donc, on a besoin du coup d'appréhender ça. C'est pour cette raison que Lumière sur l'info a lancé l'an dernier le concours Trop Mytho, qui est un concours de fact-checking, de vérification, je dirais, mais à partir de publications postées sur les réseaux. On demande aux adolescents de choisir un post sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, et puis d'appliquer une vérification très précise en se posant des questions que les journalistes se posent au quotidien. Qui a posté cette publication, pour dire quoi, quand est-ce qu'elle a été postée, que disent les images, que disent les mots précisément, etc., etc. Et on demande aux jeunes de faire à leur tour une vidéo pour raconter en vidéo ou en podcast d'ailleurs pour la nouvelle édition de ce concours, pour raconter les faits tels qu'ils devraient être présentés, remettre les faits à l'endroit. Lumière sur l'info, c'est une association qui est née en 2017. Elle est composée donc de professionnels de l'information, des journalistes. Elle s'adresse spécifiquement aux jeunes, on l'a bien compris, et vous proposez de leur donner des outils pour naviguer dans ce chaos de l'information au sens large. L'information ne veut pas dire dans notre conversation que des contenus produits par des journalistes, mais bien tout ce qu'on trouve et qui nous parvient comme une information. Et pour cela, justement, vous parlez de sujets très concrets et des infos qui intéressent les jeunes. C'est une approche importante pour vous de partir de leur centre d'intérêt. Oui, Lumière sur l'info a la spécificité d'être une association réunissant des journalistes de divers horizons, de la presse écrite, de la radio, de la télé, du web, des journalistes qui travaillent dans des grands médias, j'en fais partie, TF1, mais aussi des journalistes pigistes, des demandeurs d'emploi, des journalistes intermittents et différents métiers. Voilà, un rédacteur, un journaliste reporter d'images, un journaliste fact-checker vérificateur, des chefs d'édition, des rédacteurs en chef, etc. Pour représenter la diversité de la profession. C'est important pour nous de ne pas être le représentant d'un métier, d'un média. On a la chance de vivre en France et d'avoir ce pluralisme de l'information. On doit l'incarner et Lumière sur l'info entend autant que possible l'incarner. Ensuite, quand on intervient auprès de jeunes ou d'adultes dans des ateliers, dans des séances, dans des rencontres, bien entendu, chacun raconte son expérience et c'est ça aussi qui fait la richesse de l'association, c'est que on vient avec notre bagage et on le partage avec les coulisses d'un reportage qu'on a effectué, avec la vie de la rédaction dans laquelle on travaille ou dans laquelle on a travaillé. Et donc, finalement, les interventions des journalistes, elles ne se ressemblent pas toutes. Elles ont chacune leur spécificité. Ensuite, il y a un tronc commun. À Lumière sur l'info, on aime partir d'informations qui nous sont proposées par notre public cible. Et donc, moi, quand j'interviens, par exemple, avec une classe d'adolescents, de collégiens ou lycéens, je pose la question. Pour vous, c'est quoi le fait important dans votre actu? Me dites pas, voilà, le Hezbollah, le Hamas, me dites pas Volodymyr Zelensky ou même si ça peut vous intéresser. Mais moi, je suis aussi curieux d'une info sur un nouveau clash entre des stars de la télé-réalité. Je suis toujours curieux d'infos sur la sortie d'un jeu vidéo très attendu par une communauté de joueurs. Je suis intéressé éventuellement par une info sur la sortie d'un nouvel album pour un groupe de musiciens, etc., etc. Et ensuite, ensemble,
sur leurs réseaux sociaux, on va leur demander d'aller chercher ces infos dans leur centre d'intérêt et de faire ce petit travail ensuite de vérification. Donc, partir des infos qui nous sont proposées, ça nous permet de mieux capter leur attention. Et puis, c'est la porte d'entrée, finalement, la vérification, parce que pour vérifier des faits qui vous concernent au quotidien, pour que vous ne soyez pas trompés sur vos centres d'intérêt, sur les sujets que vous pouvez aborder entre copains, entre copines, dans la cour de récré, etc., ou à la machine à café. Donc, voilà, on sait très bien que voilà, quand on a 12, 13, 14 ans, on va pas forcément, ou même quasiment jamais, acheter le journal Libération, Le Monde ou Le Figaro. On va même pas forcément regarder le journal de 20 heures à France 2 ou à TF1. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas un sujet pour nous. Peu importe la façon dont on s'informe, on peut très bien s'informer uniquement en ouvrant son réseau social, Instagram ou TikTok. Mais ça va demander sans doute un effort conséquent pour faire le tri, filtrer les contenus dignes d'intérêt, les contenus vérifiés. Et c'est cette remise en question, ce questionnement, voilà, qu'on essaye de partager au public que l'on croise. Ton association avance sur deux jambes. D'un côté, vous allez au-devant des publics. Sur les écrans de l'autre, vous réalisez, on l'entendait, des ateliers avec vos journalistes dans les salles des cours des collèges ou des lycées. Mais vous avez décidé d'aller plus loin. Lumière sur l'info a décidé de créer un camion itinérant. C'est le bien nommé News Truck. Comment cette idée est-elle née, tout simplement, dans un premier temps? Raconte-nous ce qu'on va y trouver. Bon, le camion, c'est effectivement un food truck, c'est un camion de marché, voilà, avec son auvent qui va s'ouvrir et qui va nous permettre d'aller à la rencontre de publics qui sont parfois éloignés de l'actualité, en tous les cas de publics qui ne nous attendent pas, ne nous ont pas donné rendez-vous ou ne vont pas forcément aller dans une salle de classe, là où on a l'habitude de faire des ateliers d'éducation média, ou dans une salle de mairie, là où on a parfois l'habitude de faire des conférences. On va garer ce camion, justement, sur une place de marché, devant un centre commercial, sur une aire d'autoroute, devant une maison de quartier, au pied d'un immeuble, d'un centre social. Et ce camion, il est tout jaune. Il va attirer l'œil, il va interpeller, en tous les cas, c'est ce qu'on espère, et il va inviter à l'échange, à la rencontre, à la discussion. On va proposer du café, proposer peut-être des petits jus, et on va inviter à cet échange autour de sujets d'actualité. On va proposer une revue de presse dans ce camion. On va proposer une petite exposition sur l'histoire de la désinformation. On va proposer des vidéos qui pourront être regardées sur des tablettes, des vidéos que l'on produit, nous, à Lumière, ou que d'autres partenaires produisent. Et ce camion, il va se balader en Île-de-France et dans l'Oise pendant une vingtaine de jours, une quinzaine d'étapes au total. Et l'idée, c'est de rendre visible la sensibilisation à la désinformation, rendre visible les actions d'éducation en médias. Trop souvent, quand on intervient dans une salle de classe ou dans une mairie, personne ne le sait. Là, finalement, un peu à l'image d'une caravane du Tour de France ou de la caravane du cirque, vous savez, qui vient de village en village et qui s'annonce, eh bien là, on sera visible et ça va susciter, c'est ce qu'on souhaite et ce qu'on recherche, de l'intérêt, du questionnement, et peut-être amener des publics demain à regarder nos contenus ensuite à la maison, appeler l'association ou une autre association ou le journal d'à côté en se disant, tiens, peut-être que je peux organiser une rencontre avec un journaliste. Donc voilà, c'est comme ça que nous est venue cette idée-là. Une quinzaine de localités, donc en Île-de-France et dans l'Oise, entre le 1er et le 19 novembre 2024. Alors, quelques noms de lieux parcourus: Villiers-le-Bel, le Kremlin-Bicêtre, Paris, Clichy, Saint-Ouen-sur-Seine. Comment avez-vous choisi les quartiers, les villes sur lesquelles stationnait ce camion jaune? Lumière sur l'info, depuis 2017, historiquement, agit sur le territoire de la région Île-de-France. On a, au fil du temps, noué des contacts, des partenariats un peu privilégiés avec certaines structures, certaines collectivités.
on s'est appuyé sur ce relationnel pour imaginer les étapes. Et puis après, on a aussi lancé des appels sur les réseaux à qui souhaitait accueillir une étape du News Truck. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. On conçoit cette tournée comme une expérimentation. C'est une opération inédite pour l'association. On va donc tester des lieux devant une gare, devant une mairie, devant un centre commercial. On organisera quand c'est possible des temps en lien avec des structures et donc quand on va garer le camion devant la médiathèque, c'est pour bénéficier du flux devant cette structure, mais on en profitera pour rentrer aussi à un moment donné dans la médiathèque et organiser un temps d'échange avec eh bien des lecteurs, le public de cette médiathèque ou avec la mairie si on se gare devant le bâtiment dans une salle municipale. Donc c'est à la fois dehors mais aussi dedans. Et donc l'idée c'est qu'ensuite on puisse reproduire cette tournée si on estime qu'elle est pertinente, si les villes étapes sont satisfaites, si les structures qui nous accueillent trouvent que ça a du sens, de recommencer cette tournée l'an prochain, peut-être à une période de l'année plus propice au niveau de la météo. Je croise les doigts pour qu'il fasse pas trop froid et qu'il pleuve pas trop au mois de novembre. Mais voilà, pourquoi pas une grande tournée du News Truck de Lille à Marseille, en passant par la Bretagne ou le centre de la France pendant 2 mois ou 3 mois. Mais ça c'est un projet à venir. Alors, des projets plein la tête. Alors, Lumière sur l'info intervient avec ses journalistes bénévoles sur plusieurs terrains. On l'a compris, il y a ce Alors, terrain. pardon, Simon, c'est pas complètement exact. Ah, Je me permets de ah oui, c'est rectifier. important Euh, de ne pas ouais. donner de mauvaises infos. Non, Lumière sur l'info intervient avec des journalistes et donc certains le font effectivement à titre bénévole en donnant de leur temps quand ils le peuvent. Et ensuite, l'association rémunère aussi les journalistes qui interviennent lors de séances, d'ateliers d'éducation média, lors de Hmm. l'animation de conférences. Et on estime en fait, à Lumière sur l'info, que ce temps passé sur le terrain, eh bien, ça doit être un temps qui doit être rémunéré. Alors, on ne devient pas riche en faisant de l'éducation aux médias, mais qui doit être rémunéré parce que c'est un travail de préparation, ça prend du temps et donc voilà, la mission de l'association, c'est de trouver des financements pour permettre eh bien cette rétribution et c'est important parce que sans cela, Lumière sur l'info n'a pas non plus la notoriété d'autres associations comme la Croix-Rouge, comme les Restos du Cœur et le seul bénévolat ne nous permettrait pas d'assurer des ateliers comme on le fait aujourd'hui. On a sensibilisé près de 2000 personnes en 2023. Donc voilà, presque plus de 150 opérations en tout genre. Donc voilà, donc le bénévolat est utile, mais loin d'être suffisant pour permettre à une association comme la nôtre de mener des actions régulièrement dans le temps et surtout d'augmenter son impact. Ah, ben, merci pour cette précision. Il y a un terrain immatériel sur lequel vous intervenez, mais bien réel. Celui-là aussi, c'est l'espace numérique, Internet, les réseaux sociaux, YouTube, qui sont d'ailleurs des plateformes qui comptent beaucoup dans l'accès à l'information du public. Vous avez créé un média sur YouTube, Instagram et TikTok. Cette chaîne s'appelle Trop Mytho. Elle est incarnée par deux ados, une enquêtrice, un enquêteur, qui s'appelle Maïssa et Scotty. Euh, Comment la chaîne Trop Mytho est-elle produite? Alors, en quelques mots, peux-tu nous raconter un peu les coulisses de la fabrique de vos propres contenus? Oui, en fait, cette idée, elle est venue parce qu'il fallait être présent là où sont présents les jeunes, c'est-à-dire présents sur les réseaux sociaux. Les jeunes passent du temps sur leur smartphone pour s'informer notamment, pour jouer, pour échanger, mais aussi pour aller chercher du contenu. Et il nous semblait pertinent d'être présent là où ils étaient. Parce que bah voilà, on peut les toucher en classe, on peut les toucher dans des centres sociaux, dans des centres de loisirs,
mais c'est bien aussi d'être présent sur les réseaux là où ils sont. Donc, une chaîne YouTube, un compte Instagram, une chaîne TikTok, où on crée du contenu avec effectivement nos deux ambassadeurs qu'on va appeler des influenceurs de Lumière sur l'info, Scotty et Maïssa. Ce sont deux acteurs que l'on rémunère. On a organisé un casting. Ils ne se connaissaient pas et en fait, à l'issue de ce processus de sélection, on a trouvé que ce duo fonctionnait parfaitement bien. Alors aujourd'hui, ils sont moins ados, ils sont presque devenus jeunes adultes. Mais il continue eh bien de participer avec nous à la création de ce contenu de vérification de vidéos de fact-checking où ils remettent des faits à l'endroit. Voilà, les francs-maçons ne dirigent pas le monde, les juifs n'ont pas le nez crochu voilà, les vaccins du Covid ne transmettent pas de maladies. On ne devient pas stérile en prenant la pilule du lendemain. Toutes ces questions, ce sont des questions que l'on entend dans les cours de récré, quand on fait des interventions. Scotty et Maïssa s'en emparent. On fait avec eux un travail de vérification, d'enquête, et eux, ils le traduisent dans leur style sur des vidéos que l'on coproduit avec une société de production, Zebra Productions. Et l'idée, c'est de faire grandir cette communauté. C'est difficile d'exister sur les réseaux, mais c'est une façon d'avoir un impact en plus. Et puis, ce sont des ressources que l'on peut utiliser ensuite, nous, lors de nos ateliers sur le terrain. Quand il y a un sujet qui vient, parce qu'on entend une petite réflexion sur les juifs ou sur les francs-maçons, hop, on va chercher la vidéo de Scotty et de Maïssa. Et voilà, elle dure 3, 4, 5 minutes, ça dépend. Et voilà, on a fait par exemple récemment une vidéo avec eux sur la guerre informationnelle. Au moment où, à la fois en Ukraine, mais aussi au Proche-Orient, il y avait énormément de messages de propagande de part et d'autre, de fausses images, d'attaques, de morts, etc. Eh bien, on en a profité pour expliquer ce que c'était que voilà, ce brouillard informationnel en période de conflit, comment on pouvait éviter d'être trompé par des images, etc. Alors, je rebondis juste sur le mot acteur, pour qu'on soit bien clair. Acteur, c'est parce qu'il vous fallait des interprètes d'un texte, mais ce sont des informations, par définition, très vérifiées par vos équipes. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que on a fait ce choix de solliciter des acteurs parce qu'ils avaient d'emblée un jeu, ils étaient très à l'aise face caméra, mais pour autant ils étaient aussi ultra engagés, intéressés par le projet, et on le voit aujourd'hui de plus en plus à s'impliquer, à proposer des idées et voilà. Et le travail de vérification, d'enquête, de documentation, il est fait par des journalistes professionnels en lien avec Scotty et Maïssa, bien entendu. Mais voilà, ça nous semblait important de pouvoir avoir cette expertise aussi, cette aisance face caméra dans la façon de dialoguer, etc. Ça s'appelle donc Tromito. C'est très suivi sur les réseaux sociaux. Beaucoup de vues sur TikTok aussi. Assez impressionnant de voir comment justement le jeune public est intéressé par ces décryptages, ces vérifications. Donc je vous mets toutes les informations dans la description. Damien Fleureau, journaliste et président de Lumière sur l'info, Lumière avec un S, l'association qui lutte contre la désinformation. Et on l'a aussi entendu, on vous trouve assez facilement sur les réseaux sociaux, à peu près tous. Oui, oui, on essaye, et c'est beaucoup de boulot, d'être présent, donc à la fois sur TikTok où on a essayé d'être plus offensif entre guillemets ces derniers temps, sur Instagram, sur YouTube, vous l'avez dit, notamment pour des formats un peu plus longs, avec des vidéos, ensuite qu'on va séquencer. Voilà, l'association, elle communique aussi sur LinkedIn, sur Twitter, on a un peu délaissé Facebook. On essaye d'être présent sur les différentes plateformes pour parler à notre communauté au sens large, à la fois jeunes, mais aussi moins jeunes, à la fois des partenaires, à la fois des journalistes, et voilà, c'est beaucoup de travail en termes de voilà d'organisation pour communiquer, bien communiquer. Damien, merci d'être passé dans cette émission. Merci d'être passé dans Soluble.
Merci pour toutes ces questions. Bon, c'était très agréable comme échange et moi j'aime toujours partager au maximum parce que voilà, ces sujets d'éducation média, de lutte contre la désinformation, elles concernent bien entendu les journalistes, hein, parce que on a envie que demain notre travail soit toujours vu, écouté, entendu, lu, mais parce que ça traverse bien entendu toute la société, tous les secteurs de la société et surtout à tous les âges. Donc voilà pourquoi Lumière milite pour une éducation populaire aux médias tout au long de la vie. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.